Il faut apprendre par l'expérience, car même si on croit qu'on sait, ce n'est pas sûr avant d'essayer. Et c'est à ce moment précis qu'on dépasse ses limites. Pendant des siècles, nous avons rêvé de voler. Nous voulions imiter les oiseaux et nous avons pris l'aigle comme modèle. Nous avons réussi à égaler l'aigle et nous l'avons dépassé. Nous avons été plus vite et plus haut. Et puis nous avons gardé cette vitesse, mais à basse altitude. Les limites, le seuil ultime. Nous devons faire reculer les limites de l'impossible. Nous ressentons tous la même fascination aux abords du seuil du possible. Personne ne peut nous en détourner. C'est un peu comme de s'approcher du bord de la falaise. Nous savons que si nous n'acceptons pas ce défi, nous ne connaîtrons jamais ce dont nous sommes capables. Mais nous devons toujours nous poser la question. Pouvons-nous le faire ?
Nous ne nous considérons pas comme des héros, mais d'abord comme des hommes. Des hommes qui font du mieux qu'ils peuvent leur travail de tous les jours. Nous ne sommes pas vraiment différents des autres, sauf peut-être sur un point. Nous avons appris l'humilité. Dans cette discipline, mieux vaut éviter d'être content de soi, car en vol, l'erreur ne pardonne pas. Nous avons des limites et nous les connaissons. Mais nous cherchons toujours à aller au-delà, et c'est humain. Le vol de démonstration est le plus exigeant des sports. Il n'y a qu'une douzaine d'hommes au monde qui puissent pratiquer cette discipline avec une telle maîtrise. Moins de 100 pilotes s'y sont risqués. C'est encore plus dangereux que la corrida ou l'alpinisme. Cela demande une rigueur extrême. Tout est dans la rapidité d'exécution. Tout ce qui va vous être présenté est strictement authentique. Rien n'est faussé, rien n'est truqué. Tout se déroule exactement comme vous allez le voir. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir le commandant J.D. Davies qui va nous présenter les Blue Angels. Les figures de précision qui vont vous être présentées cet après-midi résultent d'une cohésion parfaite de l'équipe de pilotes. Ces figures peuvent être effectuées tant à la cime des arbres qu'à 18 000 mètres. Mais pour l'équipe, c'est une démonstration habituelle de leur capacité due à leur entraînement à basse altitude. Et maintenant, mesdames et messieurs, j'attire votre attention sur la piste juste devant vous. Je pense que tout le monde est très tendu avant un show aérien. Ce serait pareil pour n'importe quelle performance, sauf qu'elle est réalisée devant 4 à 6 millions de personnes par an. Et j'imagine que par meeting, on peut avoir de 30 000 à 1 million de personnes. L'équipe au sol et les pilotes vont allumer ensemble les réacteurs des appareils. Le niveau sonore risque de devenir trop élevé pour que l'on m'entende. Personnellement, je suis capable d'évacuer de mon esprit la présence de la foule en bas et le fait qu'elle m'observe quand je suis dans mon appareil. Dès que les réacteurs sont allumés, c'est juste comme une représentation ou une répétition. On l'a tant de fois répété qu'on est capable d'oublier nos sentiments et de nous comporter en vrais professionnels. Je pense que la principale raison pour laquelle on s'efforce à chaque fois de présenter le meilleur show qu'on ait jamais vu est l'essence même des Blue Angels. Le fait qu'il y ait eu d'excellentes équipes avant nous et qu'il y en aura encore d'excellentes qui viendront après nous tend à perpétuer la tradition de la recherche du meilleur niveau, ce qui est notre volonté à chaque démonstration. Le secret du show aérien, c'est la concentration. Nous devons nous concentrer à 100% et même à 110%. Nous devons continuellement nous motiver, toujours nous forcer à ne pas nous sentir satisfaits de nous-mêmes, à travailler toujours plus et à n'accepter que la perfection.
Ma place me permet dans l'escadrille à tout moment de voir tous les autres avions. Ce qui m'effraie, c'est quand je vois quelqu'un commencer à bouger ou à subir un peu les turbulences. Et alors, je regarde le bout des ailes et je me dis que s'il bouge encore un peu, les avions vont se toucher. On dit qu'il n'y a jamais eu de show aérien parfait, qu'il n'y en aura probablement jamais, et donc il y a toujours quelque chose qui ne nous satisfait pas dans une démonstration aérienne. Mais ce qui est important, c'est de toujours chercher à savoir où est le sol. On doit toujours travailler selon ses capacités et ne jamais essayer de travailler au-delà, sinon on se fout en l'air. Personnellement, quand je me semble dans l'avion, la première chose à laquelle je pense est de me préparer mentalement à cette saloperie de vrille, qui est la première figure difficile que je dois exécuter. C'est l'une des plus compliquées à faire à basse altitude. On essaie de l'effectuer bas, mais pas trop bas. Si on est bien entraîné et qu'on sait ce qu'on fait, on ne devrait pas avoir peur trop souvent. Juste un show sur 5 à la rigueur. Essai fumé. Fin essai fumé. Cockpit en stand-by. Cockpit baissé. Les jets se mettent en piste. Des chariots de Dieu. Voilà à quoi nous font penser ces grands monstres de métal. Pas étonnant qu'à l'intérieur, les hommes aient tendance à perdre le contact avec la réalité. Mais il reste des hommes qui cherchent de nouveaux moyens de tester nos limites. Ils franchissent ces limites et reviennent en parler. Et maintenant, les Blue Angels sont en formation sur la piste. Le commandant Hall demande à chaque pilote de mettre plein gaz, tandis qu'ils font les dernières vérifications avant de relâcher les freins. Les pilotes prêts à décoller avertissent le commandant Hall d'un signe et lui, à son tour, demande de lancer la post-combustion. Maintenant. Combustion, maintenant.
Réduisez la puissance. Coupez l'eau. T'aplatis pas sur lui, Jim. OK. Réduisez les gaz. Stop combustion. Prêt pour les freins. Frein. Tu es Steve? OK. Pendant ce temps, mesdames et messieurs, regardez attentivement le Blue Angel numéro 5 derrière vous sur la droite. Le trait d'atterrissage sorti, les volets baissés, Steve va faire un 360 degrés à son avion. Tu es sur le dos, tu regardes la piste en dessous de toi et tu dis je n'y arriverai pas. Puis en fait, tu te dis mon vieux, plus jamais. Et bien sûr, le lendemain, tu sors et tu refais la même chose. Ça va, Steve? Ça va bien, chef. Je te vois. OK. Et maintenant, à droite de nouveau, dans une transition très précise, Skip rentre le train d'atterrissage, baisse ses volets, accélère à 400 km/h et exécute un très gracieux MO au décollage. Et maintenant, il monte à la verticale, relâche la pression sur le manche et arrondit en planant. Il est littéralement suspendu à son harnais en basculant sur 180 degrés. Quand nous sortons de la montée plein gaz, on stoppe la combustion et on sort les freins. La formation semble se refermer d'elle-même. Je m'installe dans ma position préférée, coincé dans le cockpit, et je me dis, c'est parti. À seulement 30 mètres du sol, un passage en formation de vol vous donnera une vue très précise des ailes entremêlées et du 1 mètre qui sépare le bout de l'aile du cockpit de l'autre avion. C'est la caractéristique de la formation en diamant des Blue Angels. Vous allez voir cette même figure accélérée à plus de 800 km/h. OK, je suis à plus de 10 nœuds, Ernie. D'accord. Reçu, Steve. A67, réduis les gaz. Lancez l'eau. On y va, les gars. « 270, 300, nous serons sur le bord extérieur, Ernie. Vite, sur ma droite, Jim. OK, Kev, ce sera sur la piste, Skip. Du gâteau, chef. OK, réduisez puissance à 400, descend, chef. Je voyais 3 autres avions, nous n'étions pas à plus de 3 mètres l'un de l'autre. Le chef et moi, on voyait Jim et Kevin se croiser. Ils n'étaient pas à plus de 3 ou 5 mètres au-dessus de moi. Redresse, Kev, redresse, petit. Fumée coupée, eau coupée. OK, très bien.
Quand vous sortez de la formation de vol en freinant et que vous vous retournez vers le point de rencontre, vous vous dites « C'était bien, c'était vraiment très bien ». Et si vous avez réussi la première figure, eh bien c'est l'excitation dans les cockpits. Chacun se rend compte que c'est un bon début et on se dit « Plus que 23 manœuvres à faire ». Et ce n'est pas le moment de tout foutre en l'air. C'est bien parti. Ok, descends un peu, encore un peu. Encore un peu, tire un peu, on y va. À plus de 750 km/h, il fonce vers le point de croisement sur la ligne de vol. D'habitude, on laisse entre nous la longueur d'une aile ou l'espace d'un avion. On se croise l'un l'autre avec juste la place pour un avion d'une envergure de 6 à 9 mètres. Et si la visibilité est excellente, on se voit longtemps avant. Et dans ces conditions, on se croise à plus ou moins 1 mètre l'un de l'autre. Good collision effect. You just missed a good collision effect then. Pour chaque manœuvre, il y a un point de non-retour pour accomplir la figure en sécurité. Maintenant, si on dépasse ce point de non-retour, par exemple dans un looping, qu'on le sache ou non, on ne peut pas finir la manœuvre. Ok, restez comme ça, Jim. Je plane. Continuez de vous rapprocher, Jim et Kevin. C'est bon, commence, Jim. Réduisez la puissance. Rapprochons-nous, les gars, on continue comme ça. Vite, Jim, tu y es? J'y suis, chef, j'y suis. Bien maintenant, rapproche-le, rapproche-le. C'est parfait, continue à fond. Ok, chef, arrête le rasemote. Si vous assistez à un show aérien qui est fait correctement, ça semble si facile qu'on pense que tout le monde pourrait le faire. C'est une des idées que partagent les nouveaux arrivants dans l'équipe. Ils n'arrivent pas à se tenir à plus ou moins 1 mètre l'un de l'autre sans à-coup. Ils ne réalisent pas qu'il faut une concentration totale. Il ne faut penser à rien d'autre. Ce petit monde à eux ne fait que quelques centimètres. Et ils doivent tout faire pour y rester. On est tellement concentré qu'on oublie qu'on est en train de piloter. On reste là à regarder le bout de l'aile, on s'accroche à tout prix, il faut que ce soit parfait, fais gaffe, l'aile descend, ou bien Jim et Kevin se positionnent mal et je leur signale. On commence à penser à la prochaine manœuvre, on se demande si la turbulence de l'air n'est pas trop forte, s'il ne faut pas demander au chef de s'écarter, si compte tenu du relief on ne vole pas trop bas pour nos manœuvres. On oublie que l'on pilote et on est concentré sur le manche. Puis il y a les 2 solos. C'est un type de show complètement différent dans lequel on s'efforce de mettre en valeur les bonnes performances de l'avion que nous pilotons.
Et le voici dans le couloir de vol, train d'atterrissage sorti et volet baissé. À une vitesse de seulement 375 km/h, Steve va maintenant tirer sur le manche et lancer le Blue Angel numéro 5 à la verticale. De quoi ça a l'air, Jim? Steve est à la verticale. OK, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est très intéressant, chef. Je viens de baisser la vitesse à 40 nœuds au bout de cette saloperie. Toujours vivant? Oui, mais j'ai eu peur, hein. Quand le commun des mortels, qui ne connaît rien à l'aviation, va voir un show aérien, il arrive qu'il soit touché parce qu'il voit au point d'en pleurer. On a la gorge serrée et on a la paume des mains moite. Et c'est quelque chose que nous partageons avec notre public. Il faut comprendre qu'en la matière, la précision est essentielle. Violemment secoué dans un avion qui traverse à près de 1000 km/h les courants incertains de la couche atmosphérique supérieure, le pilote est solidaire de l'ensemble. S'il bouge, tout bouge. Si sa manœuvre est mauvaise, toute la formation se trompera. Mais si elle est parfaitement précise, l'ensemble sera harmonieux. Mais le plus important, c'est que lui, pilote, soit en harmonie avec lui-même. 360, 350, 360, mettez-vous dos à dos par la gauche. Je trouve que la manœuvre la plus inconfortable que nous faisons est le passage dos à dos, quand je suis à l'envers et que le numéro 6 est à l'endroit sur mon aile à basse altitude et à vitesse assez réduite. La position de vol à l'envers est assez inconfortable et on n'y est pas habitué. C'est quand on est aux limites des capacités de la machine humaine que l'on voit s'exprimer le talent. C'est peut-être d'ailleurs de cette façon que l'on peut le mieux définir ce mot. Le talent ne souffre pas le compromis. Il s'exprime là où réside la perfection. Nous le savons tous, et chaque fois que nous y parvenons, nous connaissons un peu mieux la nature humaine. Il ne faut pas sous-estimer la nature des risques que comporte cet exercice. À plus de 800 km/h, nous évoluons à 240 mètres par seconde. Chaque seconde, les deux avions solos se rapprochent de 500 mètres. Si un avion se trompe d'une seconde, il passe à 4 pâtés de maison l'un de l'autre. Un clignement d'œil, et la beauté peut se transformer en tragédie. Seigneur, c'est reparti. 2, 3, 4.
C'est merveilleux de savoir que tout ce spectacle existe grâce à notre travail. C'est très satisfaisant de voir là-haut son avion voler de cette façon. C'est très gratifiant. Et je suis sûr que si vous le demandez à n'importe qui, à n'importe quel membre de l'équipe d'entretien et de maintenance, il vous dira la même chose. C'est une responsabilité énorme. On tient la vie d'un homme entre ses mains. Salut Jim, salut Steve. On vient à gauche pour le looping Delta. Kev, Jim. T'es pas gêné par les arbres en bas, Jim? Il nous dit de descendre jusqu'à ce qu'Ernie dise « pas plus bas, chef ». Et il dira « pas plus bas ». Bon sang, qu'y a-t-il? Tu me fais peur. Tu aimes me faire descendre en rase-motte, pas vrai, chef? On remonte. On vire
à 300, prépare-toi à sortir le train d'atterrissage. Sortez le train d'atterrissage. OK, réduisez la puissance. Arrivez à gauche pour l'atterrissage en échelon. Réduisez la puissance. OK, Kev est prêt. Jim est prêt. Ernie aussi. On dirait que le vent vient un peu de gauche à droite. Ça doit nous aider. Gagnez vos positions. Tu veux venir par le travers, Ernie? J'y vais, chef. Viens par le travers. Je dois venir vers toi encore un peu. OK, pose juste un pneu maintenant. Parachute. Manche à fond. Même chose sur notre parachute cette fois. Tourne pas encore, chef. Les étoiles filent toujours. Skip est rentré, plus que 5 à atterrir. Tu parles, freine un peu maintenant. Tu es un peu trop près de chef Kazan. OK, désolé, pas grave. Les vols de démonstration sont comme les grands prix automobiles. Ils attirent la foule de ceux qui veulent voir des hommes courageux affronter la réalité dure et cruelle des sports à haut risque, de ceux qui peuvent tuer celui qui les pratique. Mais on ne peut pas dire que le public vient pour voir mourir des pilotes. Il vient voir des hommes relever des défis. On n'acclame pas le taureau, on acclame le toréador. Ouvrez les cockpits. Quand on retrouve les pilotes après un show aérien, ils sont épuisés. Je les ai déjà vus sortir trempés de leur appareil, alors qu'il faisait moins 2 degrés. Le vol suppose une tension nerveuse totale parce qu'on essaie toujours d'atteindre la perfection. C'est très fatigant intellectuellement et je pense que ça se transforme en fatigue physique. On sort d'une démonstration complètement épuisée. Après un show qui a bien marché, je suis vraiment satisfait de moi-même. Je me sens très bien. C'est incroyable comme on peut être dans un état de légèreté
d'extase presque. On se sent très bien, on s'est donné à fond, et si le show est bon, c'est génial. La poignée de main, pour manifester la cohésion. Les Blue Angels ont tous un sentiment très fort d'appartenance à leur groupe. Ils savent qu'ils représentent bien davantage que la simple addition des compétences de chacun. D'abord, on est si tendu que les mains tremblent et le problème c'est qu'on ne souhaite pas se présenter ainsi devant le public. On garde toujours le sourire, même si après, quelquefois, on n'a pas envie de signer des autographes. Et ça fait partie du travail. Notre rôle principal, c'est de rencontrer les gens et de leur faire comprendre qu'il y a un être humain dans l'avion. Cette partie du travail est nécessaire et nous le savons tous, même si parfois épuisés physiquement et psychiquement, après 45 minutes de show, on préférerait s'asseoir dans une pièce obscure et fraîche en buvant un verre d'eau glacée. Souvent, quand j'approche du public, j'ai du mal à écrire lisiblement. Ma main tremble pendant un long moment. Parfois, on est vraiment très content d'être parmi notre public tout l'après-midi et de nouer des relations. À la fin, on a du mal à se quitter. Qui commande ici? C'est incroyable. Roland, je veux que tu me désignes quelqu'un dans cette équipe pour aider Harvey. S'il n'est pas par ici, avant que tu aies mis l'avion à l'examen, ne boucle pas sans lui. Comme c'est parti, on pourra détacher les réservoirs ce soir. Mais on ne pourra pas les remplir ni les vérifier. Fais attention de ne pas casser les colliers. Quelquefois, on ne peut pas l'éviter, mais un peu d'entretien préventif et d'attention là nous évitera bien des ennuis. Quand on est en tournée, un pépin peut surgir. Il faut alors le régler tout de suite. Parfois, c'est un problème plus grave. Mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut faire le nécessaire. Pour monter un show avec 6 avions, quand on n'a que 6 avions, il faut faire beaucoup d'efforts en ce qui concerne la logistique et la maintenance des appareils. Parce que nous n'avons pas d'avion de rechange. I couldn't follow my father's footsteps. I left home when I was young. I wandered free until a woman made me a prison of her love. The locks were eyes as pale as ghosts. The bars were her 2 lips of fire. The walls were arms that held me close. The chains were my desire. Oh, she won't let go. I gave her everything, and she asked for more. And Lord, I need her so. There's not a thing in the world I would trade her L'entretien des avions demande un énorme effort. Pour qu'ils soient prêts pour le lendemain, les hommes sont quelquefois obligés de rester éveillés 1 ou 2 nuits de suite. Oui, on doit insister sur ce point, car peu de gens s'en rendent compte. Vous voyez les hommes travailler 24 à 30 heures pour finir un travail, et ce sont les mêmes hommes qui le font tout le temps.
La résistance physique a ses limites. Et nous sommes fatigués les 3/4 du temps. Et c'est là précisément que la fierté intervient. Comme je l'ai déjà dit, la plupart du temps, les hommes préféraient s'occuper d'autre chose. Mais le travail sur les avions est la priorité et le reste ne compte pas. Plusieurs fois, j'ai vu les hommes travailler toute la nuit. Le show a lieu avec 6 avions et les avions reviennent avec un nouveau problème. Alors ils sont obligés de retravailler encore la nuit suivante. Ils vont faire le travail parfaitement et évidemment, avec ce type de vol, la marge d'erreur est très mince. Le pilote ne peut se permettre qu'une très petite marge d'erreur, mais l'erreur technique est totalement exclue. Le cirque. Nous connaissons tous le cirque volant. Les avions de bois et les hommes de fer. Mais là, c'est autre chose. Rien à voir avec Barnum. Votre grand-père n'aurait jamais eu l'occasion de voir ça. How did it feel, Scott? 2512, is that right, Steve? Yes, sir. The maps haven't done that, going to be any good. Our biggest problem will be on aircraft 1. Le plus grand problème seraient les avions 1, 2, 3, 5, 6 en cas de panne d'équipement sur le tanker pendant le ravitaillement en vol. Dans ce cas, suivez l'avion ravitailleur avec votre sonde sortie. Restez avec lui aussi longtemps que possible. Dans ce cas, nous abandonnons la mission et nous l'assistons tous autant que possible en ce qui concerne le carburant qui nous reste en larguant tout l'équipement inutile. Le cirque repart sur sa longue route pour Hawaï. Mais les avions ne peuvent contenir du carburant que pour la moitié de la distance. Ce qui veut dire qu'au long du trajet, il faudra aller retrouver 2 fois les avions ravitailleurs, ces pompes à essence du ciel. Il faut les retrouver à tout prix, car la côte est loin. D'accord, il nous reste 75 km pour nous approcher et pour pomper du carburant, sinon on abandonne. Si un des avions tombe à l'eau, pour une raison ou une autre, alors on transmet un message sur la fréquence de surveillance qui peut être intercepté par n'importe quel avion qui se trouve à proximité ou en contact avec le navire de secours, Ocean Station November. Ce navire est notre seule chance, sauf si par hasard tu rencontres un autre bateau. Mais si cela se passe avant la fin du ravitaillement, notre 130 descendra avec toi et jettera son radeau de sauvetage et l'équipement de survie. Ça ne sera pas trop pénible et ils repéreront le point précis où vous êtes. Vous resterez sans doute au moins 8 heures. Mettez-vous donc dans le radeau et installez-vous le plus confortablement possible, de façon à vous mettre à l'abri des éléments. Si vous passez la nuit dans le radeau, recroquevillez-vous le plus possible pour ne pas mourir de froid. Pas de questions?
Qu'est-ce qui vous reste comme carburant? J'ai 38 sur 70. 42,80 et 50,94, OK. Commencez à transférer. Je ne pense pas. Kev à 4,7, chef. La turbulence arrive. Gardez la position. Quand nous sommes partis pour Hawaï, le problème le plus important était qu'il fallait ravitailler 2 fois les avions à cause de la distance. L'altitude élevée et le poids font tomber la vitesse du F-4 Phantom jusqu'à 300 nœuds. C'est très difficile de le garder en l'air à cette vitesse-là. Ma seule inquiétude était que si l'avion avait un problème, on devrait s'éjecter au-dessus de l'océan. Et dans ce cas, il aurait été très difficile de repérer notre position exacte et d'envoyer un bateau de sauvetage. On pense à ce type d'incident lorsque ça arrive, mais jamais avant.
Voilà une nouvelle journée de travail. Un lundi matin ordinaire, quand on connaît bien son métier, on sait que c'est de la routine. Mais dans ce travail, on sait aussi que chaque rencontre avec la routine peut réserver sa part de surprise. Et si cette surprise-là se manifeste, il faut réagir, en sachant que c'est une question de vie ou de mort. Quand vous vous retrouvez dans cette situation, sans filet, sans droit à l'erreur, vous êtes seul, mais vous vous sentez quand même entouré. Vous êtes en solo, mais vous vous sentez quand même en formation. À ce stade, vous avez un sentiment de complémentarité et d'harmonie. Vous n'oublierez jamais. Ne cherchez pas de héros ici. Il n'y a que des hommes qui éprouvent de la peur, de la frustration, de la joie. Chacun de nous est en pensée avec celui qui part, et c'est ce qui compte dans ce genre de discipline. Nous avons besoin de ce plaisir. Nous avons besoin de tester nos limites, de sortir de la routine. C'est un goût du risque qui est en nous. Ok, on va descendre vers Canoë à 14 h exactement. Nous ramènerons les 6 avions de derrière la foule, Steve, et je te lâcherai toi et Skip. On sera à 360 autour de l'hôtel, car le couloir de vol est très long. Chaque show des Blue Angels est davantage que la répétition d'une performance. La préparation consiste en une longue liste de vérifications avant de monter dans l'avion. À chaque endroit où nous allons, il faut intégrer de nouvelles données. Comment est le terrain? Où est le point central? Comment peut-on se trouver les uns les autres au milieu de plus de 1000 km3 de ciel? Quels sont les signaux d'appel? Que faire en cas d'urgence? Il n'y a pas d'autre moyen de préparer un show. Là encore, le couloir de vol commence juste de l'autre côté des bâtiments, là-bas au Diamond Head, et continue parallèlement au port de Plaisance, ici à droite. Je pense que ces grandes antennes de télévision vont nous poser un réel problème. Quand on est sur les lieux du show, c'est très facile de repérer où sont situés les obstacles à chaque fois. J'essaie de faire un tour avec un avion de tourisme ou un hélicoptère, ce qui me permet de prévoir les obstacles éventuels et de trouver les points de repère. On ne peut pas sortir le show des Blue Angels d'une boîte et faire en sorte qu'il soit le même à chaque fois. Ce n'est pas un produit pré-emballé. C'est toujours un spectacle différent, car chaque endroit est nouveau. Et il faut trouver de nouveaux points de repère. Réduisez la puissance. Prêt à virer. Pas mal, virez maintenant. Dans cette histoire de formation, quand tout à coup on se rapproche un peu trop de l'autre, que les avions se frôlent, ça nous rappelle que ce n'est pas un jeu, c'est très sérieux. Et on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Le rappel est bénéfique. Heureusement que ça arrive seulement de temps en temps. On ne doit pas prendre de mauvaises habitudes dans ce genre de travail.
looping en venant de la gauche. Ok, je vous donnerai un bon élan. Ok, chef, ne lâche pas, Jim. Le problème principal du show à Waikiki était l'énorme turbulence de l'air. Je n'en ai jamais eu autant ailleurs. On a dû faire toutes les figures en laissant plus de marge pour manœuvrer en sécurité. Ok, en douceur. On va être assez secoué là-bas, accrochez-vous. Réduisez la puissance. Maintenant, vous savez que nous parlons d'autre chose que de technique de vol. On parle de défis à relever, de limites à dépasser. On parle de l'homme essayant d'atteindre la perfection et l'harmonie. Beaucoup de gens sont surpris que l'on ait pu construire de telles machines et qu'on puisse faire avec elles des choses aussi extraordinaires. Cette créature du ciel perd son identité mécanique. Elle permet d'atteindre des limites qui ne sont habituellement accessibles qu'à la musique, à la danse, à la peinture, à la sculpture. Cet homme-machine sculpte le ciel. C'est de l'art vivant. On voyage tout le temps pendant 8 ou 10 mois, présentant au moins 2 shows par semaine, quelquefois 3. Toujours le week-end, c'est très dur. Quand vous consacrez votre temps aux autres, au spectacle, au public, au voyage, vous appréciez particulièrement le fait de rentrer chez vous, d'avoir un petit peu de temps à vous. Le travail des Blue Angels est certes destiné au public, mais c'est d'abord une expérience individuelle pour chaque pilote. Et les hommes qui le vivent restent toujours finalement des solitaires. Notre équipe est très soudée. On vole ensemble, on travaille ensemble, nous sommes très proches. Nous ne pourrions pas avoir ce genre de relation dans une autre escadrille. Peut-être que les astronautes ont ce type de relation quand 3 d'entre eux sont désignés pour partir sur la Lune. Pour décrire les autres membres de l'équipe, je dirais que chacun est différent, mais cependant, on a tous quelque chose en commun. Ok, retire-la un peu. Ok, voilà, c'est ça. Bon, tiens-la. Tiens-la. Je mets l'hélice. Prêt? Attends, ça ne change rien. Ok, ça va là, non? Je me demande s'il faut serrer plus, je ne sais pas. J'imagine que ça tiendra bien pour une seule fois.
Chaque homme est un aigle solitaire. Chaque homme est le premier dans le ciel vierge. Et il voit là-bas dans l'horizon mystérieux le Baron Rouge et ses ignobles cohortes. Et bien sûr, Paris, juste derrière le prochain nuage. Et dans la magie du moment, avant que le monde ne s'assombrisse, on peut presque voir la ligne du temps qui sépare la science de la superstition, le réel de l'irréel. La réalité pour les Blue Angels prend souvent la forme de montagnes abruptes, cachées dans les nuages. Et parfois elles sont trop près des lieux des évolutions, comme en Amérique du Sud par exemple. À Quito, Équateur, le show avait lieu sur un champ à 3000 mètres d'altitude. Et le site était entouré de montagnes enneigées. C'est un des pires endroits au monde en ce qui concerne la raréfaction de l'air. Les nuages et le temps y évoluent avec une rapidité incroyable. C'était pire que tout ce que nous avions imaginé. Mais quand on a promis de présenter un show, il faut le faire. Que le spectacle continue. Je ne crois pas qu'il y ait eu un seul endroit pendant toute la saison où on nous a accueillis plus chaleureusement. Bien sûr, il y avait le barrage de la langue, mais les sourires montraient l'amitié. On comprenait facilement qu'ils étaient contents que nous soyons là. Et on était d'autant plus fiers. Es muy agradable el saber que quienes en el film hacían esas grandes demostraciones están con nosotros y que no son tan ángeles ni tan distantes como para no poder conversar con ellos. La barrera del idioma también, con un pequeño esfuerzo, trataremos de interpretar las preguntas que quisieran hacer ustedes y vamos a empezar por Steve. What's your full name? Quel est votre nom? Steve Shoemaker. Steve Shoemaker. Usually your name is Steve. Steve. Usualmente el nombre que como le llaman a él es Steve. How old are you right now? Quel est votre âge? 29 ans. Vous êtes sûr? Absolument sûr. Thank you, Steve. Merci, Steve. Ahora vamos con Ernest. Maintenant, ¿Está Ernest. casado? Are you married? Êtes-vous marié? Non, je suis célibataire endurci. Está muy solterito. También es otra buena noticia que tienen quienes admiran a este otro ángel azul. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots à propos de la vitesse maximum de votre avion? Oui, monsieur. Le Phantom peut aller jusqu'à 2600 km à l'heure ou 2 fois et demi la vitesse du son. La escuadrilla original dio perfeccionamiento al famoso diamante de Los Ángeles Azules, que luego se convirtió en distintivo. On peut dire que le show à Quito était spectaculaire avec toutes ces montagnes noyées dans les nuages de chaque côté. Je n'ai pas peur de rentrer dans les nuages. C'est seulement quand on ne sait pas où se trouve le sol et que l'on essaie de manœuvrer. Et naturellement, si tu rentres dans les nuages,
Tu dois descendre pour en sortir tout de suite. Si tu ne sais pas où tu es, alors il faut faire très attention. Si pour n'importe quelle raison tu as des problèmes, lance la combustion et passe au-dessus de la montagne. On essaie de manœuvrer à cette altitude, comme si on était au niveau de la mer, où la plupart de nos shows ont lieu. Quand on exige plus de l'avion, il vibre, il n'avance plus et il perd de la puissance. Il faut être maître de tout quand on vole dans ces conditions-là. Vous avez remarqué ce grand nuage noir au-dessus du champ. Ok, j'essaie de nous garder en dessous de ces nuages-là. Ok. On finira par présenter beaucoup de shows aériens dans ce type de conditions. Ok, va doucement, pas trop de puissance, Ernie. 180, reste comme ça, c'est bon. Vire doucement maintenant, en descendant. Attends, chef, j'ai perdu le contact. Répète. Je suis perdu, je vous ai perdu. Hey, Skip, prends Steve en VHF. Je n'entends pas ses appels. Ou prends-le en UHF. Où es-tu, Steve? Où es-tu, chef? On était face à une altitude de base de 3000 mètres avec une montagne entourée de nuages qui s'élevait à 6700 mètres d'un côté. Je devais descendre une vallée et je me suis retrouvé en post-combustion en essayant de négocier le virage. Malheureusement, je suis rentré dans les nuages et tandis que je me rapprochais du ravin, je me disais « Tout va bien, tu vas sortir des nuages. Tout va bien, tu vas t'en sortir. » Et puis j'ai pensé, c'est ce que pensent tous les pilotes avant de s'écraser, c'est-à-dire qu'ils vont s'en sortir. Mais heureusement, je suis sorti des nuages. J'étais dans le ravin et tout a bien marché, heureusement. Je l'ai retrouvé, patron, on est prêt à partir. Ok, montez la puissance. Je me demande si Tepitos a rectifié son testament récemment. On a eu des problèmes en essayant de manœuvrer par une pluie incessante. Les manœuvres au milieu de l'orage aussi près du sol, ça fait dresser les cheveux sur la tête. Après 3 manœuvres, ma bouche était comme du buvard, complètement sèche. Je transpirais beaucoup plus que je ne transpire en m'entraînant. Nous étions venus faire notre figure et nous nous sommes rendus compte que les autres étaient juste derrière nous à faire leur croisement à 4. En fait, on aurait dit un croisement à 6. Ce qui est spectaculaire, c'est que ce n'était pas vraiment un croisement exceptionnel. Mais les gens étaient étonnés de voir les 6 avions au même endroit en même temps. On aurait pu être à l'envers qui n'aurait pas été plus étonné, c'était un cirque. On s'était planté dans le minutage, alors on a continué comme ça. C'était certainement différent. Oui, c'était bon. Le show était très agréable pour nous parce que nous étions libres dans le type de choix de manœuvre qu'on pouvait faire. La foule était si importante que c'était impossible de ne pas voler au-dessus de quelqu'un à un moment donné. Quand on peut se croiser directement devant la foule, par exemple, c'est très impressionnant pour les spectateurs. L'accueil que le public nous a réservé était incroyable, à un tout autre niveau qu'aux États-Unis. Probablement la chose la plus difficile que j'ai faite de toute cette année dans l'équipe, c'était quand nous devions traverser toute cette foule.
On en avait presque peur. Les gens nous accostaient, mais l'ambiance était chaleureuse. Quand on sort, ils sont bouleversés. Il n'y a pas une foule plus excitée que les Latins. C'est tout. Un quart d'heure de gloire, et après, la froidure du matin. Faire ses bagages, rentrer chez soi. C'était le dernier show de l'équipe. Quelque chose qui a vécu, qui n'existait pas avant et qui n'existera plus jamais. Steve et Ernie quittent l'équipe. Ils ont fini leurs 2 ans. Même s'ils avaient voulu rester, ils n'auraient pas pu. 2 Blue Angels débutants nommés Switzer et Birdsley vont prendre leur place. Ce sera une autre équipe. Au moment où la vieille équipe meurt, une nouvelle équipe naît. Oh, ça va me manquer. On n'y pense pas quand on vole. On continue à ne penser qu'à ce sacré vol. On ne pense pas que c'est la dernière fois qu'on va atterrir. Et on se dit, c'est fini les enfants, c'est terminé. Oh, beaucoup de choses vont me manquer, mais pas toutes. Le travail d'équipe me manquera plus que de vivre entre 2 valises 208 jours par an. On ne peut rien demander de plus. Je ne volerai jamais plus sur le fil du rasoir. Le seuil du contrôle absolu de moi-même et de mon univers. Voilà le creuset où l'on cultive la perfection. L'entraînement d'hiver, quand tout recommence. C'est le moment où les débutants commencent à voler et qu'ils perdent leurs illusions. Le réveil est brutal. Tout est nouveau pour eux. À chaque instant, ils sont aux limites de leur habileté, de leur endurance. Et ils comprennent que c'est un défi qu'il leur faudra relever chaque jour. Ils vont évoluer au bord d'une frontière magique, mais savent que s'ils la dépassent, ils entrent dans l'inconnu. Il leur faut aussi apprendre à vraiment savoir se concentrer. Et puis, il leur reste à découvrir leurs propres limites. J'arrive sur l'aile gauche. Réduis ta puissance, pense à ton tonneau. Je le regardais en face et il y avait un déséquilibre incroyable entre les ailes. Oui, tu étais trop lent en haut. La dernière était trop molle, Burner, mais ça t'arrivera encore et il faut quand même les faire. Vraiment, à un moment donné, tu as presque eu un déséquilibre de 45 degrés dans les ailes. J'étais là-haut, essayant une vrille sur place à un jet négatif en haut de la boucle et ça marche pas. Ouh, quel tonneau, chef! Oui, pas terrible. Hein? Tu arrêtes ta vrille et tout ce que tu fais avec tes ailes, c'est de les pousser en bas et de les laisser tourner autour de toi. J'espère que tu le vois comme moi. Tu le sens pas? Bien, j'ai pas senti le déséquilibre des ailes. J'ai su que quelque chose n'allait pas bien, que je maintenais la même position que Kevin, ce qui indiquait que je faisais la même vrille que lui. Qu'est-ce qui se passe, Burner? Fatigué? Je ne sais pas, chef. Cette vrille me paraissait bizarre. J'ai essayé d'analyser dans quel sens mes ailes étaient déséquilibrées, car j'avais le manche en position et je maintenais la même position que Kevin pendant une grande partie de la vrille, mais c'était pas la bonne. Elles étaient vraiment déséquilibrées? Dans quel sens? C'est évident que tu abordes la figure de façon trop profonde, Burner.
Ok, Dick. J'ai moins remarqué les cycles que le fait que tu rentres trop profond dans la figure. Tu as besoin d'aller un peu plus profond que les autres, Burner. Et pendant la figure, tu es profond dans la montée. Et arrivé aux 90 degrés, tu as pris un angle trop aigu pour le reste de la figure. Tu devrais attendre cette fois, c'est à nous. Répétez, chef. J'ai dit que tu devrais attendre cette fois. Ouh là là. Au retour d'un avion accidenté, tout le monde est là. On veut voir les dégâts d'un crash à 1000 km/h. Dans cette école-là, il n'y a pas moyen de cacher les fautes. Vraiment pas moyen. Les dégâts, tout le monde les voit et comprend que ça ne pardonne pas. Tu te souviens, Bill, de ce qu'on a dit au sujet de l'atterrissage par palier? Tu ne peux pas lâcher trop profond. La meilleure chose à faire pour toi, si tu fais une erreur, c'est de pousser un peu les gaz. Mais tu vas te mettre en mauvaise posture si tu as trop poussé et que tu dois réduire ta puissance. Si tu la réduis trop, tu vas la mettre en sur-régime. Aujourd'hui, le minutage était très serré sur la plupart des figures. Quand on fera ça sur le terrain, on sera sur la piste et le but de la manœuvre est que la foule croit voir venir 2 avions surgir de terre. Quand tu arrives au point où tu m'entends passer, tu sais que tu y es et que tu n'as pas à t'approcher plus. Il faut surveiller tes vrilles verticales. Je pense que peut-être tu es un petit peu en retard. Je ne sais pas comment tu le vois, mais la montée, au lieu d'avoir fait ça, d'après moi, on était comme ça. Je suis perdu là-dessus. Encore une fois, plus tôt tu me le dis, plus je peux t'aider. La tête à l'envers au-dessus du désert, c'est Skip Hempstead, de St. Charles, dans le Michigan. Il est sorti de sa promotion 76e sur 206. C'était en 1960. Depuis, il a appris à se concentrer. Lance la combustion. Donne-moi beaucoup de combustion pour m'aider. En douceur maintenant, maintiens la puissance. Pas trop près. On y va. Train d'atterrissage. « 3,40, 3,30. Jolie vrille. Tu ne te fais pas peur par hasard? Non, chef. Bon, c'est ce qu'il faut. Voici la montée. Prudemment, doucement, d'abord loin l'un de l'autre, puis de plus en plus près. D'abord séparés de quelques dizaines de mètres, puis de quelques mètres, et pour finir, de quelques centimètres seulement. Imaginez 4,
puis 6 avions volant à quelques centimètres les uns des autres à près de 1000 km/h. C'est une espèce de folie glorieuse. Et comme cela va bien avec ce décor, ce désert qui ressemble à un paysage lunaire aussi étrange et oppressant que les limites de l'imagination. Je sais qu'il y a des accidents, j'en ai entendu parler, et qu'il y a des avions dans le désert. Mais c'est toujours la même chanson, vous savez. Chaque pilote de chasse pense que cela ne peut pas lui arriver. Je pense que c'est probablement la chose qui garde la plupart d'entre nous dans cette profession. Tout ce que vous pouvez espérer, c'est que ça ne vous arrive pas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un pilote s'il pense à ces images de cauchemar alors qu'il a besoin de toute sa concentration? En fait, ces images-là sont là, verrouillées derrière les portes d'acier de sa conscience, maquillées de paroles rassurantes. Et ces portes-là, il ne les ouvrira qu'en dernière extrémité. Quand il saura qu'il a franchi cette ligne qu'il a toujours côtoyée et que cette fois, il a été au-delà de ses limites. Bon Dieu, redresse, bon Dieu! Redresse, je te dis. There is a state of mental and physical awareness in which I and my airplane are one. There is no separation between us. C'est un état mental et physique. L'avion et moi ne faisons qu'un. Rien ne nous sépare. Ma volonté est la sienne. Ces mouvements sont le prolongement des miens. Toutes mes pensées sont pour lui. Quand j'occupe cette place, je n'ai le droit ni à la fatigue, ni à la peur. Il n'y a pas un moment, pas un mouvement qui n'exige ma concentration totale. Nous montons au ciel comme des anges bleus. Nous sommes nés sur des ailes de feu. Nous allons chercher l'inspiration aux limites des cieux. Il y aura toujours des hommes qui voudront s'arracher à la terre pour toucher le paradis de leurs mains. Ils montent vers le ciel comme des anges. Ils sont nés sur des ailes de feu. Ils vont chercher leur inspiration aux limites des cieux. Who long to reach above the earth and touch the heavens with their hands. Rising skyward like true angels, they are born on wings of fire. To new heights of inspiration on the threshold of the sky. They are born on wings of fire. On the threshold of the sky. Et chef, oui, c'est réussi. Et comment?